Bon, après 25 ans passés dans mon terrier, il est temps de parler un petit peu de tout ça. Que tu sois passionné, curieux ou même un petit peu sceptique, tu es sûrement au courant qu'il y a beaucoup de choses qui changent actuellement dans le monde des psychédéliques et des antéogènes. Ça bouge vraiment partout, ça bouge même en France, avec quand même, bien sûr, comme toujours, 10 ans de retard. Life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? J'ai maintenant près de 30 ans d'expérience à explorer et à accompagner différents états de conscience, et en particulier les états de conscience élargis, en particulier grâce au chamanisme, à l'hypnose, à la psychologie des profondeurs comme avec Jung, au tantra, au yoga et à la méditation. Et puisque le monde change et que sans prétention je suis un spécialiste parmi d'autres de ces questions, il est temps de sortir du bois. Je suis donc ravi de partager avec toi ces quelques réflexions dans ce paysage fascinant et en pleine effervescence qu'est celui des psychédéliques et des antéogènes en France en ce moment. Je te propose donc de plonger avec moi dans ce sujet qui a bien plus à offrir qu'il n'y paraît. D'abord avec un rapide état des lieux et surtout dans la deuxième partie en dégageant des pistes de réflexion pour l'avenir. Puissais-je avoir pour ce tour d'horizon et perspective la capacité de dépoussiérer quelques idées reçues avec la rigueur du scientifique et la malice de l'initié. Psychédélique, antéogène, de quoi parle-t-on vraiment? Deux petites définitions rapides. Donc psychédélique, donc qui vient du grec, psyché, l'âme, l'esprit, et délique, qui révèle, qui met à jour, qui nous permet de nous en rendre compte, d'observer. Voilà, ça a été amené un petit peu par Aldous Huxley. Littéralement, on dit c'est ce qui manifeste l'âme. Imagine que ton esprit est comme un grenier, un peu poussiéreux, où tu n'oses plus mettre les pieds. Le psychédélique, c'est la clé qui ouvre la porte et allume la lumière, et elle te dit « Alors, on fait le tri et on découvre les trésors cachés ». C'est un révélateur de notre propre paysage intérieur, en grande partie inconscient. Quant à antéogène, donc an à l'intérieur, théo le divin, le sacré, et génesté la génération. Donc ce qui génère le divin à l'intérieur, ou plus sûrement ce qui est régénéré, ce qui régénère notre connexion possible au divin. Si le psychédélique, dans cet exemple, nous ouvre la porte d'endroits inconnus, l'antéogène, c'est la boussole qui, dans ces lieux inconnus, dans ce grenier, pointe vers une direction, vers une étoile, vers une lumière qui nous dépasse. C'est l'expérience de connexion à quelque chose de plus vaste, une étincelle du sacré, du lumineux, comme l'exprime Rudolf Otto ou Jung. Du coup, à quelle plante je fais allusion dans ce podcast? C'est simple, je fais allusion à des plantes comme la Salvia divinorum, je fais allusion à des plantes, mais c'est pas des plantes, tous les petits champignons magiques et les grands champignons magiques qui contiennent la psilocybine. Je fais allusion au cactus qui contient la mescaline. Je fais allusion à l'ayahuasca et tous les autres dérivés qui contiennent la DMT. Je fais allusion à toutes les plantes qui contiennent du LSA, c'est un peu comme le LSD naturellement. Voilà, j'en oublie, il y en a plein. Tu parles de drogue, vraiment? Parlons sérieusement. La question qui fâche, c'est que dans la loi française, il y a cette fameuse loi, l'arrêté du 22 février 1990, qui a été remis en 2005, remis à jour en 2005, et qui fixe la liste des substances classées comme stupéfiantes. Donc c'est l'article 51.32.7, annexe 4 du Code de la santé publique, et elle range encore les psychédéliques et les antéogènes au rayon des stupéfiants, ce qui entraîne bien sûr l'illégalité de leur possession et de leur usage. Du coup, je te fais ce petit disclaimer, cette petite galipette juridique. Dans cette vidéo, je ne fais aucune promotion de ces substances et n'invite personne à en consommer ou à enfreindre la loi. Maintenant, entre nous, cette classification, c'est un peu comme ranger un livre de philosophie au rayon histoire de fantômes pour faire peur aux enfants. Ça ne colle pas, ça ne colle plus.
et je vais t'expliquer pourquoi en reprenant simplement 5 points essentiels parmi des dizaines. Pas d'addiction. Contrairement aux drogues connues, les psychédéliques et antéogènes n'entraînent aucune addiction, aucune dépendance physique, aucun comportement addictif de répétition. Une tolérance se développe même très rapidement, rendant une consommation fréquente et rapprochée peu attrayante, voire inefficace. De plus, les séances sont souvent très exigeantes. Vomissements, bouleversements psychologiques, fatigue, et on ne peut que difficilement les associer à une consommation ludique ou festive. Demande à n'importe quel usager régulier du café simplement s'il peut s'en passer aussi facilement qu'un psychonaute peut espacer ses explorations. Donc je ne te mets pas de sources dans cette vidéo, les sources seront dans la description. Il y en a beaucoup, j'en ai mis quelques-unes, elles seront dans la description. Pas ou peu de toxicité et des bénéfices. Physiquement, aux doses habituelles consommées pour les personnes qui s'initient, ces substances sont remarquablement peu toxiques. Rien de comparable avec l'alcool qui s'attaque au foie et aux cigarettes qui provoquent les cancers des poumons que l'on sait. Psychologiquement, si une expérience peut être intense, voire déstabilisante, sans préparation adéquate, ce que l'on va qualifier de bad trip, elle n'entraîne pas de séquelles psychologiquement durables chez les sujets sains et bien préparés. Au contraire, les bénéfices potentiels en termes de bien-être, de résolution de trauma ou d'ouverture d'esprit sont de plus en plus documentés. Pour celui qui s'adonne à cet art, car oui, une consommation éclairée de psychédéliques ou d'antéogènes est un art, l'art du voyage psychédélique. Pour celui qui s'adonne à cet art, les fruits peuvent être considérables. On va y revenir plus tard. Un danger pour la société ou une cure de jouvence? L'agressivité, les passages à l'acte violents, la désocialisation, l'explosion des cellules familiales, la déréalisation, la marginalisation ne sont pas des effets secondaires rencontrés avec ces plantes, contrairement aux véritables drogues. Au contraire, de nombreuses études et témoignages pointent vers une augmentation de l'empathie, de la connexion aux autres et à la nature, ainsi qu'une réduction de l'égocentrisme, une meilleure réalisation de soi, une meilleure reliance. Dans ce domaine, il y a une étude qui est souvent citée et qui a fait date. C'est l'étude qu'on retrouve dans le graphique de Nutt et al. Non, pas Nutella. Nutt et al, ça veut dire Nutt et son équipe. En 2010, donc, le professeur David Nutt et son équipe ont publié une étude comparant la dangerosité de diverses substances pour l'individu et pour la société. Eh bien, devinez quoi? La psilocybine, le LSD, l'ecstasy, se retrouvent tout en bas de l'échelle, loin, très loin, derrière l'alcool, le grand champion de toute catégorie des dégâts, et derrière le tabac. Des dizaines de fois moins dangereux. On voit dans ce graphique que les champignons magiques à psilocybine sont tout en bas et n'ont aucun effet dangereux. Ils sont très proches de la MDMA, communément apparentée à l'ecstasy, et du LSD qui sont eux aussi tout en bas de l'échelle. En bas de l'échelle des risques, sans commune mesure avec nos cigarettes et l'alcool en vente libre, et tellement consommés et appréciés dans notre société. C'est l'occasion ici de faire 2 ou 3 petites remarques. Très peu de plantes sont étudiées dans ces études, simplement parce qu'ils s'attachent à la molécule et ne s'attachent pas à la plante. Cependant, le LSD est reconnu comme une molécule particulièrement intéressante en tant que psychédélique fondamental. Stanislas Grof, par exemple, l'appelle le microscope de l'âme, qui nous permet d'aller observer l'âme comme un microscope permet d'observer les cellules. Et n'oublions pas que c'est un dérivé synthétique de l'ergot de seigle qui, lui, est naturel. La MDMA, quant à elle, est classée souvent plutôt comme empathogène, donc qui génère de l'empathie, plutôt que comme psychédélique ou antéogène. Mais les frontières restent floues. La MDMA fait partie de la grande famille des phényléthylamines, synthétisées à partir de notre compréhension des principes actifs de la mescaline, contenus dans les cactus tels que le peyote ou le San Pedro. En 2018, la Food and Drug Administration aux États-Unis a accordé le statut particulier de thérapie innovante concernant la psilocybine. La FDA pense donc que la psilocybine peut jouer un rôle important pour le traitement de la dépression résistante et du trouble dépressif majeur. C'est une reconnaissance majeure de son potentiel malgré le carcan légal dans lequel les champignons magiques restent enfermés. C'est donc l'aveu qu'une plante interdite est en fait un remède prometteur.
Maintenir ces plantes dans la catégorie des drogues, au même titre que l'héroïne ou le crack, c'est au mieux de l'ignorance, au pire un abus de pouvoir, qui prive l'humanité d'outils précieux. Stanislas Grof, encore lui, dit que nous sommes restés 40 ans, alors voilà ce qu'il dit, bloqués par une législation irrationnelle et ignorante. L'humanité et ses plantes, une très longue histoire d'amour et de connaissance. Pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une mode californienne, un rapide détour dans l'histoire de l'humanité en rapport avec ces plantes s'impose. La théorie du singe enivré, ou plutôt la théorie du singe psychonaute. L'ethnobotaniste et philosophe Terence McKenna, dans son ouvrage Food and the God, est le premier à avoir émis l'hypothèse audacieuse que la consommation de champignons à psilocybine par nos ancêtres hominidés aurait pu catalyser l'émergence de la conscience, du langage et des capacités cognitives complexes, jouant alors un peu le même rôle que le monolithe noir dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Les hominidés à son contact, par sa simple présence, sont propulsés dans une nouvelle étape évolutive, vers la pensée symbolique, la capacité d'abstraction et donc l'invention de l'outil. Les textes sacrés aux révélations mystiques. Les Védas, ces textes indiens sacrés qui ont plus de 5000 ans, regorgent de références à cette boisson, le soma, qui est la boisson, le nectar des dieux, l'amrita, le soma, le nectar des dieux. Et cette boisson divine confère l'immortalité et la connaissance aux dieux et également aux brahmanes. De nombreux chercheurs, comme Gordon Watson, suggèrent que le soma originel était une préparation à base d'Amanita muscaria, bien connue pour nous sous le nom de Amanita ou de champignons à psilocybine, et d'autres évoquent encore des mélanges contenant dans certaines régions aussi de la datura. Quoi qu'il en soit, les rishis, ces brahmanes inspirés qui ont consigné le savoir fantastique des Védas, disent l'avoir reçu grâce à cette boisson divine. De la même façon qu'en Amazonie, les chamans traditionnels expliquent que la recette de la boisson ayahuasca, statistiquement impossible à trouver par hasard, leur a été soufflée par l'esprit de la plante lui-même. Dans la Bible de même, il y a plein d'épisodes surprenants, comme par exemple cet épisode du buisson ardent où Moïse, par l'intermédiaire d'un buisson qui brûle sans se consumer, parle à Dieu. Il y a aussi beaucoup d'autres visions comme celle d'Ézéchiel, de Jacob, avec l'échelle de Jacob, ou l'Apocalypse de Jean, qui ont été interprétés par certains comme potentiellement liés à des états modifiés de conscience, induits ou pas par des plantes. De même, il y a cette histoire qui concerne John Marco Allegro. Il était l'un des principaux scientifiques en charge d'analyser et de traduire les manuscrits de la mer morte, ces documents qui ont été retrouvés en 1947 sur le site de Qumran et qui sont des sortes d'évangiles perdus pendant presque 2000 ans, puis retrouvés. Son analyse l'a amené à avancer que le christianisme primitif était un culte à mystère, centré lui aussi sur l'Amanita Tumouche, Jésus et ses disciples étant des initiés. Une thèse qui a fait couler beaucoup d'encre et qui lui a coûté sa carrière académique quand il a publié son livre en 1970, Le champignon sacré et la croix. Les cultes à mystère, Éleusis, le secret le mieux gardé de l'Antiquité. Pendant près de 2000 ans, Éleusis, à côté d'Athènes, et les cultes à mystère qui s'y déroulaient ont été le centre spirituel de l'ensemble de la Grèce antique et ensuite du monde gréco-romain. Des milliers d'initiés, de Platon à Marc Aurèle, en passant par Aristote, y participaient à des rituels secrets, offrant une vision de l'au-delà et abolissant la peur de la mort. L'élément central de ces cultes était la consommation de kykéon, une boisson dont la composition reste débattue. Des figures comme Albert Hoffman, le découvreur du LSD, et Gordon Watson, encore lui, ont avancé l'hypothèse que le kykéon contenait de l'ergot de seigle, dont est dérivé le LSD, ou d'autres plantes psychoactives induisant une expérience visionnaire profonde. C'est tout notre rapport à la civilisation gréco-romaine qui est ainsi mis en perspective. Métacognition, créativité et chute. De nombreux artistes et chercheurs ont cherché l'inspiration et la créativité auprès de ces plantes. Ça n'a pas toujours été bien contrôlé. Si l'absinthe a eu son heure de gloire, d'autres substances ont joué un rôle plus direct. Baudelaire, Rimbaud, Michaud, Artaud et les poètes du grand jeu
ont vu leur créativité démultipliée par certaines plantes, mais dans leur expérimentation sans cadre, ils ont pu se brûler les ailes, comme Icare, comme beaucoup d'artistes de la contre-culture des années 60-70 aux États-Unis. Et je reviendrai un peu plus tard sur l'importance du cadre. Francis Crick, biologiste britannique, visionnaire, affirme que sa découverte de la structure de la double hélice de l'ADN lui est apparue grâce à l'usage du LSD. On est très proche de l'expérience de Jeremy Narby, qui fait le lien entre l'ADN, la forme de l'ADN, et le serpent centralement présent dans les initiations à l'ayahuasca. Les années 60-70, avec des figures comme Timothy Leary, ancien professeur de psychologie à Harvard, ont vu une explosion de l'usage des psychédéliques, moteur d'une véritable contre-culture. Son slogan « Turn on, turn in, drop out » était une véritable invitation à une exploration personnelle et spirituelle en dehors des normes sociales. Cette effervescence, perçue comme une menace par l'établissement, a conduit à la prohibition généralisée sous l'impulsion du président Nixon en pleine guerre du Vietnam, stoppant net et pour une longue durée tout un pan de la recherche prometteuse, un véritable gâchis scientifique et culturel. L'exploration et l'utilisation judicieuse de ces plantes par les humains ne datent pas d'hier, et ce, à travers une multitude de cultures et d'époques, mais pas toujours dans des contextes sacrés et de quête de sens. La science et la médecine aujourd'hui, une renaissance éclatante. Après des décennies de silence forcé, la science et la recherche sur les psychédéliques et les entéogènes connaît une renaissance complètement spectaculaire. Au cas où tu ne le saurais pas, les résultats sont pour le moins hallucinants. Voici un aperçu des domaines où ces substances montrent un potentiel thérapeutique majeur avec des essais cliniques en cours ou publiés dans le monde entier. Possibilité de retrouver un certain nombre de sources en description, mais il y en a maintenant beaucoup trop pour les citer. Pour la dépression, y compris résistante, la psilocybine notamment montre des effets antidépresseurs rapides et durables, souvent après seulement 1 ou 2 sessions. Pour les troubles anxieux en général et l'anxiété en soins palliatifs en particulier, permet une réduction significative de l'anxiété et de la détresse existentielle chez les patients en fin de vie. Pour les troubles de stress post-traumatique, la MDMA, souvent associée aux psychédéliques pour ses effets empathogènes, montre une efficacité remarquable en psychothérapie assistée. Aux États-Unis, où le nombre de suicides parmi les anciens soldats souffrant de traumatismes liés à la guerre dépasse celui des soldats tués au combat, la MDMA commence à être largement utilisée. Addiction, alcool, tabac, opioïdes, des résultats très prometteurs pour aider au sevrage et prévenir les rechutes, notamment avec l'ayahuasca et l'iboga. Les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, les troubles de l'alimentation, l'anorexie mentale, la boulimie, les douleurs chroniques et les douleurs associées à des maladies graves, les troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif. Des recherches exploratoires sont en cours. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des apports dans un grand nombre de pathologies, il est important de remarquer que ce n'est pas tout. Ça peut agir dans d'autres domaines qui nous intéressent particulièrement. Une amélioration de la résilience psychologique et du bien-être chez les personnes en bonne santé, un accompagnement psycho-spirituel, des expériences mystiques et une meilleure croissance personnelle. La recherche fondamentale et les études sur la neuroplasticité, donc cette capacité du cerveau à se réorganiser, se dirigent aussi vers des améliorations de la cognition, de la créativité et de l'expansion de la conscience. Ces outils offrent des fenêtres uniques sur le fonctionnement de notre esprit. En France, le docteur Olivier Chambon est un psychiatre, médecin, spécialiste de ces questions qui a énormément contribué à faire connaître et à faire avancer la science et l'information dans ce domaine. Vous pouvez vous référer à ses ouvrages qui sont nombreux. Il s'appuie sur une masse énorme de données scientifiques internationales. Je te laisse regarder ces vidéos ou ces ouvrages. Il est suivi maintenant par beaucoup d'autres chercheurs. Les risques de dérive. Gardons l'œil ouvert et l'esprit critique. Alors oui, je suis investi comme d'autres dans le fait d'œuvrer à la possibilité d'accéder à ces psychédéliques et ces entéogènes. C'est d'ailleurs l'objet de cette association qui s'appelle Decolonialize Nature France,
dont l'objectif est clair, sortir ces plantes de la case drogue, où la loi les maintient de façon, disons, assez peu éclairée. Face aux risques minimes si l'accès est correctement géré et aux apports potentiellement extraordinaires, il apparaît chaque jour plus évident que notre action est importante et notre combat en bonne voie. Mais attention, la victoire n'est pas la fin des défis. De nombreux risques d'abus planent. Je vais maintenant te présenter 9 risques d'abus et tu vas voir que ces abus ne sont pas toujours là où on les attend. La dérive pharmacologique, l'appât du gain. Les géants pharmaceutiques lorgnent déjà sur ce gâteau. Leur stratégie est simple, isoler une molécule, la breveter. Comment peut-on breveter le vivant? Ça reste un mystère pour moi. La synthétiser, perdant au passage la richesse et la synergie des multiples composés d'une plante. C'est ce qu'on appelle le fameux effet entourage, ou en chamanisme, l'esprit de la plante. Puis la vendre à prix d'or, justifiant cela par des batteries de tests coûteux, et peut-être pour compenser aussi la baisse inévitable des ventes d'antidépresseurs chroniques si les personnes ont maintenant accès à des plantes. Notre cri du cœur est simple. Laissez-nous un accès simple et respectueux à ce que la nature nous offre. Le risque de la médicalisation à outrance. Le hold-up médical carrément. Pourquoi confier l'exclusivité de ces expériences à la profession médicale? Combien d'heures de formation sur les états modifiés de conscience ou l'accompagnement psychospirituel dans un cursus médical standard? C'est simple, 0. Des figures comme Olivier Chambon, Stanislas Grof ou le docteur Jacques Mabit et bien d'autres, donc le docteur Jacques Mabit, le fondateur du centre Takiwazi au Pérou, ont une expertise immense sur le sujet. Mais il est le fruit d'un cheminement personnel et d'une ouverture qui transcende largement leur formation initiale de médecin. Si ces substances utilisées avec sagesse ne sont pas dangereuses, pourquoi cette exclusivité donnée aux médecins? Si je me souviens bien, à une époque, les kinésithérapeutes, il y a à peu près 20 ans, revendiquaient le monopole du mot massage face aux praticiens de bien-être ou à d'autres médecines comme l'ostéopathie, l'ayurvédique, les médecines chinoises. Ne laissons pas la médecine s'approprier un domaine qui dépasse largement son champ de compétences premier. Le rôle d'un médecin est souvent de poser un diagnostic, rapidement. Il n'est pas dans sa fonction de faire régulièrement un accompagnement d'une dizaine d'heures dans les méandres de la psyché, en lien avec une expérience initiatique ou mystique. C'est un autre métier, une autre fonction. Il faut surtout, en plus de toutes les théories, être un expert qui a vécu réellement l'expérience un grand nombre de fois. Si je dois partir en haute montagne, j'y vais avec un guide expérimenté, pas avec un cartographe spécialiste de la région mentale sur Google Maps. Actuellement, un certain nombre de chercheurs et médecins s'essayent à réinventer péniblement des protocoles de set and setting, alors que des traditions chamaniques les peaufinent depuis des millénaires. Pourquoi ne pas humblement apprendre de ces traditions et de ces personnes qui connaissent ces processus? Le risque de la pathologisation, est-ce uniquement pour les malades? La recherche actuelle, financée par des fonds cherchant des applications thérapeutiques, se concentre logiquement sur les pathologies. C'est une excellente chose. Mais pourquoi réserver ces potentiels de transformation aux seules personnes souffrantes? Chacun devrait avoir le droit et la possibilité d'explorer ces dimensions de son être pour sa propre croissance personnelle, son épanouissement, sa spiritualité. Les mystères d'Élésis, bien que terriblement impliquants et secrets, comme certains rituels tantriques, étaient ouverts à tous, hommes et femmes, libres ou même esclaves. Cela ne voulait pas dire que c'était obligatoire et que tous avaient envie d'y participer. Mais la Grèce avait compris l'apport possible pour les individus qui le souhaitaient et pour la civilisation dans son ensemble. L'appropriation culturelle, le pillage en blouse blanche. Les peuples premiers et les traditions chamaniques utilisent ces plantes dans des cadres initiatiques et culturels spécifiques depuis des temps immémoriaux. La science occidentale a longtemps méprisé ces savoirs, pour aujourd'hui parfois les redécouvrir en les dépouillant de leur âme, en faisant des ersatz aseptisés. J'ai eu la chance de recevoir certains enseignements, et c'est avec l'accord de ces dispenseurs que je parle aujourd'hui, plein de gratitude. Stanislas Grof lui-même, en introduction de son livre « La voix du psychonaute », remercie plus de 50 professeurs et médecins. Puis il ajoute de manière plus générique des maîtres tibétains, des yogis indiens, des chamans mexicains et américains, et bien d'autres, sans en nommer aucun individuellement. Un symptôme d'un déséquilibre persistant, même chez un grand esprit,
auquel je suis profondément reconnaissant. Les œillères matérialistes, l'esprit, c'est oublié. L'être humain n'est pas qu'un corps et un psychisme quantifiable. Les plantes psychédéliques et antéogènes ouvrent à une vision holistique, holotropique, dirait Stanislas Grof, qui veut dire tendant vers la totalité, incluant les dimensions existentielles, initiatiques et spirituelles. Les études les plus récentes soulignent que l'intensité et la qualité d'expérience avec ces plantes est très subjective. Le fait que l'expérience soit de type mystique ou lumineuse engendre des effets majeurs et des bénéfices à long terme. Cela dépasse le cadre purement matérialiste de la science conventionnelle et interpelle d'autres types d'experts, comme des chamans éclairés, des accompagnants post-matérialistes, des guides spirituels, voire des artistes et des psychonautes expérimentés. La pleine conscience, récemment, la méditation de pleine conscience, a été dépouillée de ses racines spirituelles bouddhistes. C'est aujourd'hui un objet qui, grâce à ce dépouillement, a droit de citer dans les entreprises et les écoles, mais au prix du sacrifice de sa dimension transcendantale. À ce sujet, je souhaite m'appuyer sur un petit texte de Jacqueline Kellen, dans La fin de l'âme. Elle ne parle pas ici de plantes sacrées, mais du chemin de guérison de l'anorexie. Mais j'y vois, cependant, beaucoup de parallèles. Soyons clairs, on ne peut pas demander à la biologie ni à la psychologie de régler les questions et les tourments liés à l'ontologie. Et nous sommes ici dans le domaine de la métaphysique et de la spiritualité. Si donc il s'agit bien d'une souffrance liée à l'âme, les habituels soignants délégués pour cette maladie ne sont plus du tout concernés. Il convient alors de se tourner vers ceux qui ont l'expérience du monde spirituel, de la vie intérieure, vers ceux qui en goûtent la beauté et la profondeur et qui en connaissent aussi les blessures. Ces personnes n'appartiennent pas uniquement au domaine religieux. Ce sont des artistes, des philosophes, des poètes. À travers les siècles et depuis que l'homme s'est mis à penser, ces personnes se sont interrogées sur l'âme, le monde, le mal, la mort, Dieu, la survie, l'éternité. Questions essentielles que l'on ne saurait étouffer sous des tranquillisants. Et de ces questions-là, qui peuvent rendre certains malades, on ne guérit pas, mais on vit au plus noble sens du terme. C'est l'aventure même de la conscience humaine. À ceux qui ont mal aux dents, on indique le dentiste. À ceux qui ont des problèmes de dos, on conseille le kinésithérapeute, le rhumatologue ou autre spécialiste. À ces adolescents qui souffrent de l'âme, je recommanderais vivement de se tourner vers les rencontres de personnes qui en ont l'expérience, qui vivent dans la lumière. Mais je suis bien consciente qu'une approche spirituelle sera dès l'abord suspectée et qu'on cherchera à l'évincer parce qu'elle renverse la dictature des psys et des endocrinologues réunis. La plupart des soignants ont intérêt à maintenir ce désespoir au niveau somatique. Ils conservent ainsi le monopole de l'âme sous couvert de psychisme et eux-mêmes se gardent à l'abri du tourment métaphysique, en assurant que tout relève de mécanismes psychologiques et physiologiques. Mais la moindre des choses, c'est qu'on écoute vraiment. Matérialiste, cela me fait penser au travail de René Guénon, qui prenait grand soin de séparer le psychique, lié à la personnalité de l'ego, du spirituel, lié au soi, avec un S majuscule, au transcendant. Ce que Henri Corbin résume dans cette phrase, la psychologie se préoccupe de ce qui vient de l'âme, la spiritualité, de ce vers quoi l'âme s'élève. Nous sommes bien dans une vision post-matérialiste, c'est-à-dire qui ne nie pas le matériel et la science qui va avec, mais va aussi plus loin. Les dérives sectaires, la vigilance s'impose. La MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a un rôle à jouer. Oui, le risque de manipulation de personnes en état de fragilité ou de grande suggestibilité sous l'effet de ces plantes est réel. Il faudrait y être attentif. Mais qui est le mieux placé pour définir les garde-fous? Les institutions religieuses établies, parfois elles-mêmes secouées par des scandales? La médecine et les laboratoires pharmaceutiques avec leur propre jeu de pouvoir et conflits d'intérêts? Une vigilance s'impose, évidemment, mais dans un cadre défini par de véritables spécialistes de ces états de conscience élargis et de l'accompagnement, dans une vaste coopération au-delà des guerres de clochers, d'intérêt et d'appropriation.
Le risque de l'incompétence des accompagnants, l'ombre de la clandestinité. Le statut actuel de criminalisation forçant à une certaine clandestinité non seulement fait courir des risques sur la qualité et la pureté des produits, mais ne permet pas non plus de s'assurer de la qualité et de l'éthique des accompagnants. Puisqu'il n'existe pas d'ordre des chamans, comme il existe un ordre des médecins, on peut trouver aujourd'hui le meilleur comme le pire dans ceux qui se proclament chamans ou accompagnants ou aidants ou facilitateurs de l'expérience psychédélique. C'est dommageable, mais il existe des pistes que je vous proposerai un petit peu plus tard. Le problème de l'argent, quand le profit s'en mêle. L'intérêt croissant des utilisateurs autour de ces substances, entraînant des enjeux financiers eux aussi en forte augmentation, attire son lot d'opportunistes. C'est vrai en France, et c'est vrai aussi dans les pays d'où viennent les plantes. Le Pérou, le Brésil, le Gabon, le Mexique, la Californie même. Nous voilà devant le risque d'un commerce sauvage, entre commerce parallèle et marketing mensonger, entre promesses illusoires et bonimenteurs incompétents. L'appât du gain peut corrompre les meilleures intentions. Le grand n'importe quoi. Évitons les erreurs du passé. Les années 70 ont montré les limites d'une diffusion non encadrée. Accès purement récréatif, surconsommation, mélange hasardeux, conduite à risque en parallèle, opinion publique hostile et manipulée. Même Timothy Leary, figure de proue de cette époque, ne prônait pas une anarchie psychédélique, mais un usage conscient et structuré. D'où l'importance cruciale, et on y vient enfin, de trouver les pistes et solutions vers un cadre responsable pour l'utilisation des psychédéliques et antéogènes en France. Je préférerais parler de rencontres et d'initiation plutôt que de consommation et d'utilisation de ces plantes. Cela étant dit, au sein de Decriminalize Nature France et avec d'autres associations, nous ne nous contentons pas d'attendre la décriminalisation, et d'ailleurs nous la sentons plutôt inévitable et proche, mais nous préparons la suite. Voici quelques-unes de nos pistes de travail actuelles. Un travail d'information générale, éclairé, nuancé, envers les utilisateurs potentiels, envers la société civile, les élus, les professionnels de la santé, etc. La création de documents synthétisant les meilleures approches de réduction des risques, basés sur des données scientifiques et des expériences de terrain nombreuses dans le monde. Une charte pour les utilisateurs, une sorte de guide du voyageur psychonaute, promouvant un usage responsable, sécurisé, informé et respectueux. L'optimisation du set and setting, c'est-à-dire le contexte des prises, c'est-à-dire peut-être la ritualisation, pour aller au-delà du simple protocole clinique et pour intégrer la dimension rituelle et initiatique, voire mystique. Albert Hoffman et Aldous Huxley rêvaient d'un nouvel Éleusis, un cadre sacré et sécurisé pour ces expériences. Inspirons-nous-en et construisons ensemble ce nouvel Éleusis. La création inspirée par des initiatives internationales d'une charte éthique rigoureuse pour les accompagnants, pour les facilitateurs, les thérapeutes, les guides, les néo-chamans, quel que soit leur nom, quelle que soit leur domination, quelle que soit leur approche ou leur obédience. Il faut une information aussi plus large de la société pour favoriser un changement de paradigme global sur ces questions, passant de la peur et de la diabolisation à une compréhension éclairée des potentiels et des précautions. Voilà pour un premier tour d'horizon. Le chemin est encore long et la direction est claire. Il s'agit de réintégrer avec sagesse et discernement des plantes, des substances, des outils que l'humanité a toujours connus, que ce soit pour le bien-être individuel, pour une meilleure relation à l'autre, à tous les autres, à la nature, au vivant, au sacré, et qui sait peut-être pour une conscience collective un peu plus éveillée. Loin de rejeter les recherches actuelles, il me paraît important de travailler ensemble et de ne pas laisser certains s'approprier ces trésors de l'humanité.
à nous de jouer pour que cette renaissance psychédélique soit une véritable avancée, partagée, disruptive, respectueuse, et non une occasion manquée.